Après, il faut pas trop être dans ce schéma-là parce que sinon tu finiras que par être malheureux. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Bienvenue sur l'île, bienvenue dans Intervieweur, c'est la 6e émission déjà, les invités succèdent et franchement ça fait vraiment plaisir, voilà, de les accueillir. Je vous rappelle le concept en 2 mots, c'est un mélange entre mes questions, les questions réseaux sociaux, alors ça évidemment c'est fini maintenant, il fallait le faire en amont, donc vous le saurez pour les prochaines fois, n'hésitez pas à faire un tour sur Twitter, Insta, etc. pour tout simplement poser vos questions aux futurs invités. Et puis évidemment les questions du chat. On va créer une interview interactive qui s'inspire de plein de trucs que j'aime bien. Le journalisme, la sociologie, les vidéos de YouTube de dialogue et d'interview que vous connaissez évidemment. DFG, Quoi de neuf Docteur, bien sûr, la référence. J'ajoute que si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à aller l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Là vous êtes dans la version best-of sur YouTube, mais elle est présente partout. Si vous tapez Paul Apman, attaché ou pas attaché, ou alors intervieweur, eh bien vous pouvez retrouver les échanges en intégralité. Vous pouvez aussi évidemment bien les noter, mettre un rappel, mettre la petite cloche, bref, tout ça pour donner de la force. Merci et bonne émission. Je vais te poser la question qui tue que je pose à tous mes invités en début d'émission. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours sur internet, de ton plus vieux souvenir jusqu'à maintenant? La première des choses, c'était, moi j'ai toujours été un gros passionné de jeux vidéo depuis tout petit. J'ai mon papa qui jouait à la NES étant gamin. Je pense que mes premiers souvenirs, ça devait remonter à l'âge de 3-4 ans. Puis j'adorais collectionner des magazines quand j'étais plus jeune, si tu veux. Et dans ma tête, je me disais toujours, j'aimerais bien un jour bosser dans le jeu vidéo, même pigiste, n'importe quoi, tu sais, voilà, pouvoir tester les jeux, pouvoir m'éclater. C'était un petit rêve de gosse, quoi. Je faisais mes études, etc. Et pendant mes études, justement, de comptabilité, parce que j'ai commencé par faire ces études-là. J'étais en candidat libre la 3e année. Tu sais, je commençais à voir un petit peu sur internet. Moi, j'avais une petite collection de jeux qui était sur le côté, notamment de GameCube, parce que voilà, qui est ma console de cœur. Et je me suis dit, je la regardais comme ça et je me disais, mais en vrai, ces jeux-là, ils valent pas très cher. Et à l'époque, c'était le cas. En 2014, ça valait pas. Il y a 10 ans, ça valait pas. Le rêve de pouvoir dire ça aujourd'hui. Et du coup, je me disais, je vais montrer aux gens qu'on peut aller dans les brocantes. Alors, il y avait déjà des personnes qui faisaient ça, avec qui j'ai noué pas mal d'amitié, qui m'ont un peu inspiré, tu vois, à cette époque. Et je me disais, je vais aller aussi dans les cash express, ces genres de magasins d'occasion, pour montrer aux gens qu'on peut faire des bonnes affaires. Et ça a commencé. Ça c'était exactement le 12 mars 2014. Wow. C'était vraiment ma première vidéo YouTube en tant que Conquerax, j'allais dire le youtubeur jeu vidéo. Pour remonter un petit peu plus haut, on va dire en 2013, j'ai été patcher pour le jeu Pro Evolution Soccer 2014. Et voilà, je vais recréer les maillots, les logos, les championnats sur Xbox 360 notamment. Ok. Et j'étais au début connu pour ça, c'est-à-dire c'était un patch qui était téléchargé 100 000 fois dans le monde et tout, c'était un truc assez connu. Mais voilà, la première vraie vidéo de Conquer, c'était le 12 mars 2014, et donc depuis, il y a plus de 900 vidéos qui ont popé sur la chaîne, quoi. En tout cas, quel parcours, ouais, parce que du coup, je t'évoquais, mais plus de 900 vidéos. Moi, la question qui me vient, c'est comment t'arrives à garder une telle motive, une telle productivité sur genre 12 ans, quoi. Parce que tu vois, moi-même qui ai fait quelques vidéos, mais beaucoup moins que toi, je sais que des fois, tu peux te décourager et les mois passent très vite, quoi. Ouais, bien sûr, c'est une très bonne question, en fait. Moi, j'ai eu un peu des périodes au début de ma chaîne où, avec les études, c'était un peu compliqué, quand on devait rédiger les mémoires et tout ça. Donc, en fait, si tu veux, au départ, les vidéos n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. C'était vraiment ce qui me passait un peu par la tête. Parce qu'en plus, j'ai une 2e chaîne maintenant qui s'appelle Conquerax Live, où il y a les vides-greniers. C'est les trucs que je faisais à l'époque, quoi. Les vides-greniers où je réagis un peu à l'actu, où je vais parler au public un peu comme ça. Et en fait, c'est des vidéos qui sont très simples à faire. Et donc, dès que j'avais un truc qui me popait à l'esprit, si tu veux, ça a commencé vraiment comme ça la chaîne. Je le faisais. Je parlais un peu de tout. Aujourd'hui, ça s'est un peu réorienté secret, documentaire, histoire du jeu vidéo. Donc, on est vraiment sur des vidéos travaillées de fou. Mais tu sais, je pense que quand on aime ce qu'on fait, on le fait par énorme plaisir. J'ai jamais un moment où je me dis oh non, je me sens pas. Si je le sens pas déjà de base, je le fais pas. C'est sûr. Tout simplement. Et je me dis, si moi-même je suis pas dans le mood, je pense que mon public sera pas du tout dans le mood, et ça c'est pas très utile. Donc faut prendre du plaisir. Après, je te cache pas que le plus dur, c'est trouver des sujets au bout d'un moment, parce que c'est vrai qu'en fait, on a fait énormément de choses. Et heureusement, j'arrive toujours à trouver des choses qui m'intéressent, parce que si tu veux, je me fixe une règle, une fois par mois, au niveau de mon taf, je prends mon café, et puis je me pose, et let's go pour. C'est une journée de sujets, quoi. Voilà, il faut que je termine cette journée en ayant mes sujets du mois. Est-ce qu'il y a eu un peu des étapes dans ce que tu as créé? Parce que donc du coup au début tu disais tu faisais plutôt des retours de vide-grenier, des réactions à chaud un peu sur PES et tout. Si je dis pas de bêtises, t'as pas
pas tout de suite fait des gros documentaires comme t'as pu faire dans les derniers mois. J'imagine que c'est aussi ça demande un tel travail que tu peux pas faire. Enfin, c'est compliqué de faire ça direct, quoi. Bon, déjà, si tu veux, avec une certaine cadence, enfin les cadences de mes vidéos, c'est une vidéo tous les 4 jours. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment tu peux faire autant de grosses vidéos comme ça tous les 4 jours et tout? Alors, si tu veux, je vais alterner en fait, parce que d'un coup il va y avoir des secrets. Là, par exemple, il y a des vidéos sur les censures qui est sortie et je suis hyper content parce qu'elle a bien fonctionné. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc j'essaie de faire des sujets un peu plus légers avec des sujets plus costauds. Donc de mixer les deux, ça me permet de changer aussi, etc. Après, bon, l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est que si tu veux, petit à petit, c'est devenu mon métier, YouTube, au bout d'un moment, quand on a passé les 100 000, 120 000, tu vois, parce que le public était vraiment présent. Et donc après, j'ai commencé à avoir un premier monteur qui a travaillé avec moi. Ça fait maintenant 4-5 ans qu'il bosse avec moi. Yes. J'ai eu, puis on a commencé à avoir des gens qui m'aident aussi, qui m'ont aidé à l'écriture. Toi, tu m'as aidé à l'écriture notamment d'une vidéo qui va sortir. Voilà, ça permet de se libérer du temps pour pouvoir en fait envisager les sujets comme on le souhaite. Alors, bon, majoritairement du temps quand même, c'est moi qui écris encore mes vidéos et qui bien sûr il y a le tournage derrière et tout ça, mais c'est vrai que j'ai voulu de plus en plus déléguer, me permettant d'avoir toujours un bon rythme pour le public qui connaît la chaîne depuis longtemps et qui est habitué à une vidéo tous les 4 jours, et en même temps de la qualité. Alors c'est pas évident, d'ailleurs je pense que ces derniers temps j'ai un peu trop fait de documentaires, de vidéos longues, et donc c'est vrai que YouTube, tu sais, ils aiment bien les shorts, les trucs un peu courts, c'est un peu le drame, mais... Ouais, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, je pense qu'on va passer plutôt à 5 documentaires, enfin 5 grosses vidéos sur la chaîne première au lieu de 7 tous les mois à partir de décembre. Qui est déjà... c'est déjà un rythme de malade, hein. Bon, c'est l'habitude à prendre. Maintenant, j'ai un rythme de travail. Je suis très, très, très organisé. Enfin, genre vraiment... tu sais, c'est militaire. Hein. Vraiment, c'est militaire. On se rend pas compte du travail que c'est, je pense. Mais toi, tu le sais parce que t'es créateur. Mais quand on est devant son écran, qu'on regarde la vidéo terminée, on se dit, tu vois, il y a toujours des personnes qui ont des choses à redire et tout. C'est normal. Et toi-même, t'as des choses à redire sur ton travail. Mais ça demande un gros rythme. Et en fait, le problème que j'ai aujourd'hui, si tu veux, c'est que à l'époque, ce rythme d'une vidéo tous les 4 jours, c'était assez adapté parce que les vidéos dépassaient pas les 20 minutes. À l'époque, il y a encore donc ça va, quand une vidéo passe les 20 minutes tous les 4 jours, ça passe. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense que mon rythme est beaucoup trop élevé en rapport au docu que je fais et tout ça, et donc ça laisse pas le temps aux gens, aux abonnés de savourer bien les vidéos parce qu'il y a tout de suite une note qui arrive et c'est un peu dommage. Ça date de quand à peu près le moment où tu t'es dit ok, c'est YouTube à plein temps? C'est arrivé à quel moment du parcours, ça, en fait? En fait, c'était je pense que c'était en 2017-2018, donc ça a quand même mine de rien, ça commence à faire. Je crois que c'était bien 5 ans. Et j'étais en gros en train de travailler à Lyon sur j'étais dans une entreprise de jeux vidéo, enfin un studio de jeux vidéo indépendant qui faisait de la réalité virtuelle, qui s'appelait Realities. Et on faisait des jeux sur Switch, on préparait des jeux sur Switch, etc. avec la fameuse réalité virtuelle qu'ils voulaient faire là, tu sais, à un moment donné. On préparait des jeux PC avec l'Oculus et tout ça. Et en fait, quand j'étais là-bas, si tu veux, de plus en plus, les vidéos commençaient à fonctionner. Et puis, on était à plus de 100 000 abonnés, on les avait dépassés. Et là, je commence à dire à mon patron, écoute, je lui dis là, c'est ce que je gagne avec YouTube et ça, c'est ce que je gagne chez toi. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, si tu veux, j'aurais tout intérêt peut-être à me professionnaliser parce que je pourrais en faire vraiment mon métier, lancer vraiment le truc, faire les vidéos que je voudrais vraiment faire, genre les enquêtes jeux vidéo, les trucs comme ça. Et lui, il m'a dit, franchement, moi, si j'étais à ta place, je me donnerais à fond, quoi. On s'entendait super bien. Tu reviens si jamais il y a un problème. Il était très cool. Ouais, non, il était hyper cool parce qu'en fait, moi, si tu veux, je l'avais beaucoup fait profiter de mes contacts que j'avais dans les médias et tout pour qu'il puisse y avoir des tests, etc. J'étais un peu RP, tu vois, pour eux aussi. Et c'était une super période et c'est devenu en fait mon métier. Alors, je te cache pas que les premiers mois, c'était difficile quand même parce que tu passes en fait d'un petit paiement YouTube plus ton salaire à que YouTube. Forcément, au tout début, t'enlèves une grosse partie de tes revenus parce que tu te lances un peu, tu te lances à l'aveugle parce que tout dépend des vues, tout dépend de beaucoup de choses. Donc, et puis à l'époque, YouTube ne payait pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pubs devant les vidéos, il y a YouTube Premium. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, ton CPM, ça pouvait être 1 euro tous les 1000 vues, 1,50 € tous les 1000 vues, alors qu'aujourd'hui, ça peut être plus, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aujourd'hui? Imaginons, j'imagine que ça peut arriver, t'es en convention ou tu rencontres quelqu'un et t'as quelqu'un qui dit voilà, je suis créateur de contenu, est-ce que t'aurais un conseil à me donner ou un truc à me dire? Qu'est-ce que tu dirais du coup?
Alors c'est une question qu'on me pose hyper souvent. Ouais, j'imagine. C'est très intéressant parce que j'ai beaucoup de pères de famille qui viennent avec leurs enfants et qui, tu sais, voilà, Ouais, les gamins, leur rêve c'est plus d'être astronaute, maintenant c'est d'être youtubeur. Youtubeur ou streamer. Ou streamer, voilà exactement. Et donc en fait tu leur dis toujours, bah t'essaies de remettre un petit peu les pieds sur terre parce que déjà pour en vivre, en tout cas dans mon cas personnel, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris 7 ans, enfin ça a pris 6 ans, tu vois, donc Bien vraiment sûr, tu peux c'est énorme. dire j'en vis, tu vois, à raison d'une vidéo comme je l'ai dit tous les 4 jours, donc c'est quand même très long. Bah oui. Et c'était pas mon objectif premier, mais surtout continuez vos études parce que dans tous les cas, que ça marche ou pas, vous avez toujours quelque chose derrière vous pour vous raccrocher. Moi j'ai continué mes études, j'ai un double master en management international, donc si demain ça s'arrête YouTube, je sais que j'ai pas cette pression là, tu vois, je me dis bon bah je peux toujours retrouver un taf, voilà, donc je pense que le fait de pas avoir cette pression c'est très important pour continuer en fait à faire ce que t'aimes, tu vois, et pas être dans les stats tout le temps, dans les chiffres tout le temps et tout, même si c'est inné, on est youtubeur, forcément on regarde nos chiffres, on regarde nos compteurs, c'est comme ça fait partie du jeu. Quand tu as de l'argent sur ton compte en banque, tu regardes combien tu as d'argent ou si tu es en déficit, c'est comme ça, faut être tout à fait transparent parce que ce qu'on entend toujours c'est mais non mais tu t'en fous des vues, bah non parce que si on fait des projets c'est pour qu'ils soient regardés, donc ça pour moi c'est pas vrai, donc j'ai pas peur de le dire, tu vois, je suis tout à fait transparent, bah j'aurai toujours ce filet de sécurité, donc le truc que je conseille c'est continuer à bosser, continuer à faire ses études, continuez à essayer de, si vous avez un métier manuel, bah continuez à bosser dedans aussi parce que voilà, perfectionner dessus, et voilà, quand vous avez une spécialisation c'est super parce que demain ça s'arrête et bah tu peux continuer, du coup t'as beaucoup moins la pression, t'es beaucoup plus relâché, tu dis pas oh là là si tout s'arrête, tout s'effondre pour moi, je suis fini, qu'est-ce que je vais faire, y en a qui font des très grandes dépressions dans le milieu, c'est très connu. Des blues, comment on appelle ça, aussi des burn-out, parce qu'ils veulent tellement et moi je pense que c'est ce qui me préserve de ce burn-out en fait, et de ces choses-là, c'est de me dire ok, c'est pas grave, si demain je fais pas de vidéo pendant un mois, bah écoute, on va voir ce qui va devenir, mais je pourrais toujours rebondir, je pense, tu vois. Qu'est-ce que représente en fait la collection pour toi dans le jeu vidéo? On s'en doute un peu quand on voit le fond de la caméra, mais c'est quand même un des premiers contenus que tu as sorti sur ta chaîne aussi. Ouais, exactement. C'est mon premier contenu véritable. Moi, ça représente beaucoup de choses. Déjà, c'est des souvenirs de quand j'étais enfant. Bon, moi, j'ai 32 ans, tu vois, et donc c'est des souvenirs gamins. J'ai GameCube branché, bien sûr. Également Nintendo 64, qui était ma première véritable console que j'ai eue moi-même dans ma chambre à la maison. Mon père avait déjà la NES, les grosses cartouches de la NES et dans Super Mario Bros, Duck Hunt, Double Dribble, Tortue Ninja, enfin voilà. Il y a ce côté matériel justement que moi j'adore parce qu'il m'évoque énormément de souvenirs, c'est pour ça que je suis très attaché. Franchement, je pense être un des mecs les plus qui dénonce le plus le démat sur les réseaux, et des fois je me fais un peu taper sur les doigts parce que des gens me disent oh mais tu dois évoluer avec ton temps, mais pour moi c'est pas une évolution, c'est une régression dans le sens où tu disposes plus de ton bien comme tu le souhaites, mais après ça c'est un autre débat, mais voilà, évidemment ça me rappelle, en fait c'est énormément de souvenirs, je me sens bien quand j'ai des jeux autour de moi, quand je vois des boîtes, quand je vois Mario, quand je vois, je sais pas comment expliquer, ça me met dans un mood, ça me fait oublier peut-être toutes les choses qui se passent dans le quotidien, ça te permet d'être dans une bulle, voilà, un jeu extraordinaire d'ailleurs en passage, mais voilà, pour moi ça représente énormément, et en plus aujourd'hui c'est lié à mon métier intimement, dans le sens où les premières vidéos que j'ai faites c'était pour retrouver ce sens de la collection que j'avais déjà quand j'étais plus jeune, parce que j'allais faire les brocantes avec mon papa, c'est lui qui m'a instauré ça, si tu veux, dans mon esprit, qui m'a dit tu sais tu peux trouver des choses pour pas très cher et tout, et donc j'ai toujours cet esprit, alors c'est à la fois l'esprit un peu de mon papa qui est toujours là, voilà, c'est heureusement, tu vois, mais voilà, j'ai toujours cet esprit là de quand j'ai grandi qui m'anime, et ce côté début de la chaîne en fait, et tu sais quand tu achètes des jeux, au bout d'un moment tu sais, mine de rien tu commences à avoir une collection, parce que j'ai acheté des jeux pour les présenter en vidéo, et puis bon ça se cumule, et puis et c'est pratique parce qu'après dès que je parle d'un jeu maintenant je peux le montrer quasiment, donc ce que je me dis aussi, et ce que du coup alors là c'est un positionnement personnel mais que j'apprécie aussi, c'est que tu rappelles toujours que toi tu n'es pas pour l'envolée des prix dans le rétro gaming et dans la collection, c'est-à-dire que tu comprends certains prix, tu comprends que certains trucs cotent parce qu'ils deviennent rares et tout, mais t'es quand même pour l'accessibilité au plus grand nombre à ces jeux du passé, et tu t'es pas contre le fait que des gens y jouent sur émulateur, etc. En fait, c'est juste que tu n'aimes pas le tournant que prennent les jeux actuels qui eux ne pourront pas être conservés comme ces anciens jeux, c'est plutôt ça
que je comprends. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, déjà, premièrement, moi je suis vraiment contre cette envolée des prix du jeu vidéo rétro parce que je trouve que ça part sur des sphères. Mais voilà, bon, c'est lié à l'offre et la demande. Hein. Les Pokémon en boîte aujourd'hui, tout le monde les veut et veut se rappeler des souvenirs justement. Et donc, forcément, pour les retrouver en bon état, cartouche, carton, on a tous jeté les cartons comme des cons quand on était jeunes et tout. et forcément, voilà, ça nous, c'est dur de trouver un Pokémon en bon état. Donc, forcément, les prix sont impactés. Mais moi, j'aurais été pour que ça ne vale rien. C'est-à-dire, comme au début, moi, un Pokémon en boîte, ça valait 20 € à l'époque quand j'ai commencé. 15 €, imagine. Aujourd'hui, où on en est, ça x10. La GameCube, ça a fait x10. Et donc, moi, je pense que le problème, c'est que ça donne un côté au jeu rétro extrêmement spéculatif, les ventes aux enchères, les trucs comme ça. Alors qu'à la base, le jeu rétro, c'est juste des souvenirs et se régaler sur du jeu vidéo. Et moi, je voudrais que tous les jeux coûtent 10 balles, quoi. Moi, franchement, si je pouvais, tous les jeux coûteraient 10 €. Je m'en fous parce que je veux pas revendre. Donc, tu vois, le côté dématérialisé, effectivement, moi, ce que je reproche à tout ça, c'est que aujourd'hui, par rapport à l'époque, tu peux plus prêter un jeu à ton pote. Tu peux plus revendre ton jeu, justement, si tu es étudiant, que t'as pas une thune et que t'as envie d'aller t'acheter un autre jeu en occasion. T'imagines, tu peux même plus te disposer de ça aujourd'hui. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais tu comprends, maintenant, il y a que des mises à jour dans des CD. À peine t'as le CD, tu mets, il y a une mise à jour, machin. Oui, d'accord, ok, c'est très bien, mais tu peux quand même disposer de ton jeu comme tu veux. Demain, tu peux l'amener à Micromania, ils vont te le racheter et tu t'achètes un autre jeu. Tu vois, c'est ce côté-là qui me dérange, en fait, et c'est une régression pour moi de plus avoir le choix pour le consommateur. J'aimerais bien savoir, sans parler du côté vue et sans parler du côté réussite, aujourd'hui, c'est quoi le type de vidéo que tu préfères faire? Si vraiment tu parles juste en termes de kiff à la réalisation de la vidéo, est-ce que t'as un peu un type de vidéo qui est ton truc chouchou, même si ça a pu changer, j'imagine, en 12 ans? C'est très très dur parce que en vrai, tout le contenu que je produis, j'aime le faire parce que sinon je me mets un point d'honneur à ne pas le faire. Après, en termes de préférence, je pense qu'aujourd'hui, avec les formats actuels, effectivement, je pense que les enquêtes jeux vidéo, c'est vraiment un format. Quand je peux avoir une enquête à faire, j'adore les faire, mais encore faut-il avoir des choses à dire. Typiquement, la maison Final Fantasy VII, ça a été pour moi, c'est une secte, tu sais, je sais pas si tu l'avais vu cette vidéo, mais c'est une secte en fait qui est liée aux États-Unis à Final Fantasy VII, qui vivait dans une maison avec une espèce de tortionnaire, une gourou. C'était incroyable, c'était réel. J'ai réussi à avoir des images à l'intérieur de la maison. C'est énorme. Ça a fait le tour de France cette histoire. Parce que aux États-Unis c'était connu, mais en France c'était pas connu. Et d'ailleurs il y a même des mecs qui en ont parlé. Il y a même Sardoche qui en avait parlé une fois dans un popcorn pour te dire de cette vidéo. Ça m'avait fait très plaisir parce que je me suis dit oh putain, c'est un truc de fou. Et ça c'était incroyable en termes d'investissement parce que j'ai dû aller sur des forums, sur des fandoms. C'était c'était très prenant. C'était aussi assez, il y avait beaucoup de choses. C'était assez lourd à digérer en termes de trucs que je pouvais voir. C'était assez cringe. Sinon, les documentaires, tu vois, voilà tout simplement. J'ai fait Cyberpunk. J'ai fait PES, beaucoup de voix off. Je trouve que c'est très adapté avec le contexte actuel de YouTube. Il y a cette espèce de style de montage qui revient full voix off, quoi. Et moi, après, j'aime bien faire ça aussi. Ça me plaît pas mal. Je le faisais déjà avec les secrets creepy, tout ça. C'est très compliqué parce que j'aime tous les formats. Mes 5 secrets, c'est mes formats emblématiques. C'est très dur de te dire. Je pense que le plus simple à faire, et ça va te paraître peut-être étrange, c'est peut-être les documentaires pour moi. Parce que c'est de la full recherche. Non, parce que c'est de la full voix off. Et en fait, quand tu fais de la voix off, tu te donnes pas en spectacle devant la caméra. Tu n'as pas d'acting. Tu sais, tu dois pas. C'est la partie que t'aimes le moins, ça, quand tu fais une vidéo, le moment où tu tournes et où t'es devant la caméra. En fait, ça me dérange pas d'être devant la caméra. Je vais pas dire que voilà, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le propos de la vidéo plus que d'être qu'on me voit ma gueule, tu vois. Après, c'est rigolo. Je veux dire, voilà, il y a ce côté un peu. Des fois, il y a de l'humour, il y a des petites blagues, il y a des trucs, il y a interaction avec Todd. Il y a toujours des trucs qui se passent, mais c'est vrai que moi, c'est le propos qui m'intéresse derrière tout ça. Et après, ça donne une certaine profondeur à la vidéo parce que du coup, il n'y a pas de plan où on voit ma tête et donc il y a que des plans qui doivent être très dynamiques pour que ça endorme pas les gens. Le plus dur, en fait, c'est con, mais aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur ces vidéos, c'est les 5 secrets. Parce que la Switch, elle a fait 1,2 million de vues. Elle est sortie il y a 2 ans. Le premier épisode, c'était énorme. La Play 5, elle est sortie cette année, elle a fait 600 000 vues. Il y a beaucoup d'attentes. Et je me dis, si je me foire, si je suis pas bon, si les secrets sont mauvais ou si j'ai rien appris à personne, il y a un peu de pression, tu vois. Voilà. Et en même temps, j'adore. Donc, voilà. Est-ce que t'as eu des vidéos comme ça où t'as eu l'impression de passer un tournant un peu Est-ce que il y a certaines vidéos un peu point d'étape où tu t'es dit ouais ok là j'ai step up quoi, j'ai l'impression d'avoir progressé
Il y en a comme ça qui t'ont marqué un peu à chaud Franchement, je vais t'en ressortir parce que j'en ai effectivement. Déjà, j'en ai une. C'était un format tout nouveau pour moi parce que je faisais que les vides-greniers et tout avant. C'était justement 5 secrets sur la GameCube. C'était ma première. Et ça a été vraiment un premier marqueur qui a fait transiger de allez, les brocantes et tout à l'histoire un peu du jeu vidéo, les secrets, les easter eggs et tout ça. Donc ça a été un premier step. En plus des secrets creepy. Les premiers secrets creepy que j'ai fait, c'était 5 secrets vraiment flippants dans les jeux vidéo. À l'époque, ça marchait très très fort ça. Et en fait, je m'attendais même pas à autant. Et du coup, il y avait une nouvelle production pour moi, un côté plus sombre, un côté plus creepy, moins enjoué, moins truc. Et donc, ça a marqué vraiment pas mal de choses. Je pense que c'est vraiment le début en fait, le début des formats. Par exemple, le format enquête, comme je te l'ai dit, avec la maison FF7, c'était ma première enquête jeu vidéo sur un sujet extrêmement intéressant. Et ça a été un nouveau tournant pour la chaîne qui a permis d'avoir un nouveau format qui a tout de suite marché fort. Notamment Driver aussi, la corruption de la presse qui avait très très bien marché. C'était incroyable. Il y avait eu l'histoire de Rule of Rose aussi. C'était vraiment des vidéos que j'ai adoré faire. Je pense que ces vidéos ont fait passer un vrai cap à la chaîne. Tout comme par exemple le lancement. Il y avait une série aussi qui s'appelle Le Lancement. J'ai fait le lancement de la PS1, le lancement de la GameCube. C'était des gros formats, bien plus voix off, bien plus long. Et ça a été aussi des gros step-up. Tu sais qu'en tant que vidéaste, des fois, on a des grosses déceptions. Est-ce qu'il y a eu un truc où genre t'étais ultra content, ou une vidéo tu t'es dit celle-là vraiment elle est trop cool, ça va faire des vues. Est-ce que t'as déjà eu un flop complètement inattendu sur un truc parce qu'il faut aussi parler des moments où malheureusement ça marche pas. Il y a toujours des hauts et des bas sur YouTube. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont super bien marché, des vidéos qui ont moins marché. Je pense notamment à une vidéo qui avait pas marché à l'époque, je pensais que ça allait cartonner, c'était ces jeux vidéo tirés d'histoires vraies. Et moi je me suis dit ça va plaire et tout. Bon, ça a été un flop monumental. Bon, après No Man's Sky, on a vu des vidéos cette année sur le sujet, on a vu, c'est un peu plus obscur, c'est pas trop mis en avant par rapport à Cyberpunk qui elle a cartonné, tu vois, la même Cyberpunk, j'ai fait la même chose et ça a cartonné. Donc bon, j'étais déçu parce que franchement, tu regardes la vidéo, c'est un taf de ouf. Je sais pas pourquoi, je pense peut-être la miniature était pas assez attirante, je sais pas. Il devait y avoir une histoire derrière tout ça, c'était pas sorti au bon moment. Bon, le problème c'est que je l'ai sorti à 22h30 aussi, c'est ma faute, donc je pense que l'algo n'a pas capté le truc et donc bon, j'étais un peu déçu de cette vidéo, je te cache pas. Maintenant, en vrai, franchement, ça fait maintenant 3-4 ans que le public est souvent quand même au rendez-vous. Oui, c'est ça. Et je les en remercie énormément, ça fait extrêmement plaisir, quoi. Ils sont toujours là, peu importe le sujet qu'on va tenter. Tu vois, il y a des bas. Par exemple, là, la vidéo sur No Man's Sky, elle était 10 sur 10, mais de loin, tu vois, genre avec beaucoup de retard. Et là, par exemple, la nouvelle vidéo sur les censures, elle est 1 sur 10, tu vois, donc ça fait vraiment des montagnes russes. Et puis, je pense qu'il faut alterner les formats parce que j'ai enchaîné trop de grosses vidéos. Il y a eu la vidéo de collection juste avant, elle fait 55 minutes. Alors, elle a été bien vue, celle-là, pour une vidéo de 55 minutes et de collection, tu vois, je suis super content parce que c'est un sujet très clivant. On arrive à 60 000 vues, ce qui est énorme sur une heure de vidéo pour un sujet collection. C'est clair. Faut quand même se le dire. Donc je savais que ça, voilà, mais c'est vrai que No Man's Sky, elle est arrivée, je pense, dans un mauvais moment, un mauvais timing pour moi, et ça m'a servi de leçon pour remettre en question justement cette question d'organisation. Est-ce que tu as fait des belles rencontres grâce à Internet que tu n'aurais pas fait si tu faisais pas ce que tu fais en fait? Est-ce que tu as rencontré des gens cool? Est-ce que ce soit des personnes connues ou pas d'ailleurs? Ah oui, totalement. Franchement, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui des mecs sur YouTube deviendraient des amis, des gens qui carrément, je te dis, ils viendraient à mon mariage, seraient là en perso, des gens qui sont devenus des amis qui, dès qu'ils viennent à Paris, comme là avec la Paris Games Week, on va au restaurant ensemble, on échange ensemble régulièrement, on parle ensemble, on essaie de résoudre des problèmes. En fait, on se comprend dans ce milieu, tu vois, alors que des fois, j'ai ma bande d'amis de l'époque et tout ça, alors c'est un peu dispatché, mais j'ai toujours mon meilleur ami d'époque, de maternelle et tout ça, qui est moins dans le jeu vidéo, tu vois, donc ça fait du bien aussi d'en sortir, mais qui suit parce qu'il travaille chez Google maintenant, donc il est au sein des trucs YouTube et tout, il connaît très bien, donc il suit ma chaîne tout le temps, il fait des pitchs de ma chaîne et tout, c'est énorme. Donc comme quoi le monde est petit, tu vois. Mais hormis ça, les créateurs que j'ai pu rencontrer, extraordinaires. Je pense à plein de gens que j'ai encore vu ce week-end, Marcus par exemple, que j'ai, voilà, qui est quelqu'un que je regardais tout petit, c'est devenu un pote, tu vois, tu te dis mais c'est pas possible. Pareil pour Padge, Pierre-Alain Degaré qui est vraiment mon frérot, le Chris qui est un frérot aujourd'hui, dès qu'il est à Paris on se voit, on mange ensemble, il est venu aussi au mariage, enfin tu vois, il y a vraiment tout ça. Il y en a tellement, je pense à Momo Jeux Vidéo Magazine avec qui que j'ai connu, il avait 900 abonnés, on était dans une file à la Paris Games Week 2019, il se retourne, il fait putain Conquerax, incroyable et tout, je lui fais oh Momo, il me dit comment tu me connais? Je fais tu vois, et il me dit je me rappellerai toute ma vie que tu m'avais, j'ai dit tu vois je regarde les vidéos et tout l'actu, il m'a dit je me rappellerai toute ma vie que
que tu m'as connu à cette époque, entre Énorme. guillemets, quand j'avais pas tant de monde qui me suivait, tu vois, comme quoi, dans la vie, on sait jamais sur qui on tombe. Et non, il y a tellement de gens, et puis je vais en oublier, mais tellement de gens que Kayane, par exemple, avec qui, bah, tu vois, parle vraiment des gens qu'on peut connaître, un peu plus connus, entre guillemets. Et Kayane, avec qui, bah voilà, on a, par exemple, on était en convention, après on était allé au resto avec ma femme et elle, et on a tellement sympathisé, tellement gentil à chaque fois qu'on se voit. Tu sais, les gens, tu les revois souvent dans les conventions, souvent les mêmes personnes, tu sais, il y a Dina, Justin, tu sais, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qu'on revoit et avec qui on noue des super contacts, d'autres des amitiés carrément profondes et que tu vois régulièrement. Et ouais, le métier de créateur de contenu, c'est ça aussi, c'est des rencontres exceptionnelles. Franchement, je m'attendais pas à ça. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu kifferais ou tu rêverais peut-être de faire un feat ou de faire une collab ou de faire un projet et avec qui tu ne l'as pas déjà fait parce que tu en as fait pas mal? Avec Benzaï, c'était un de mes rêves. D'être dans un hard corner, ça a été incroyable. J'avais cette chemise d'ailleurs. Mais ouais, incroyable. J'ai eu l'occasion d'en faire une collab avec Edouard. J'espère retravailler d'ailleurs avec lui parce que c'est quelqu'un qui vient régulièrement sur ma chaîne. Moi, j'ai fait une vidéo avec lui celle sur Conquer. J'étais content. Après, peut-être qu'un jour, il me reproposera, je sais pas. Mais justement, bah tiens, j'ai pas parlé d'Edouard, mais putain, Edouard, c'est mon ami intime maintenant. C'est tellement évident pour moi que en fait, Edouard et Charlotte, c'est des amis intimes que j'aime profondément du cœur, avec qui on se voit régulièrement à la maison. Enfin, tu vois, c'est vraiment devenu. Non, sinon, bien sûr, allez, on va arrêter de tourner autour du pot. Je pense que tu sais de qui je veux parler. Il met des chemises comme moi, mais non, mais ils mettent du moins parce que souvent les gens pensent qu'à Fred, mais c'est les deux. Bien sûr. Figure-toi, je peux même te dire, un petit truc, mais il a failli. Alors, on s'est vu, tu sais, à la TwitchCon, c'était la première fois qu'on se voyait. Alors, il y a eu un bon feeling. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression. Et en fait, si tu veux, quand j'ai croisé Fred, on a un peu parlé et Panda m'a dit, est-ce que ça te chaufferait peut-être un jour, pourquoi pas, d'écrire une vidéo pour Bazar du Grenier, tu vois? Et j'étais en mode, j'étais choqué, tu vois, j'étais en mode, quoi, tu racontes quoi? Alors, je lui ai dit, bah, malheureusement, enfin, ça serait un rêve, c'est vrai, mais malheureusement, le temps à moi-même me manque tellement. C'est pas méchant, tu vois, mais c'est juste qu'aujourd'hui, le temps me manque tellement à moi-même pour écrire mes vidéos et tout que c'est compliqué de le faire, même si c'est évidemment un honneur, évidemment incroyable. Et peut-être qu'un jour ça se fera, on n'a pas revenu dessus. Est-ce que tu as envie de nous parler de tes projets, on va dire au sens large, que ça soit court, moyen, long terme? S'il y a des trucs que tu as envie de partager, c'est avec plaisir. Et puis évidemment, j'imagine qu'il y a des trucs secrets aussi que tu voudras pas dire, mais c'est très gentil à toi de me permettre de m'exprimer. Bah écoute, non, en fait, projet déjà, comme je te l'ai dit, c'est une petite réorganisation calendaire. Forcément, ça va me permettre de mieux me restructurer, que ça permette de mieux digérer pour le public. Donc ça, c'est un premier truc. Les grosses vidéos qui vont arriver. Évidemment, au niveau projet, je pense qu'on va continuer un peu en ce sens. On va continuer en mode documentaire. Il y aura toujours des petits secrets parce que j'adore faire ça. Il y aura toujours des enquêtes. Enfin voilà, je pense que la chaîne est très complète en termes de sujets. Ça va être compliqué d'aller encore. Je parle plus loin dans des nouveaux. On pourra faire des nouveaux formats. J'en avais un notamment qui était prévu, mais qui s'est pas encore fait pour l'instant, qui s'est pas concrétisé, mais je peux pas trop en parler parce que c'est un peu c'est en cours d'écriture si jamais ça se fait. Après, un autre beau projet qu'on aurait, ça serait d'écrire un livre numéro 2 parce que j'ai sorti un livre il y a 2 ans maintenant qui s'appelle 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo et qui a vraiment cartonné. On s'attendait pas à un tel engouement, qui a été en rupture de stock pendant un petit moment. On devait en vendre 1000, tu vois, et on en a vendu 5 fois plus, donc ça a été ou 4 fois plus je pense, et ça a été énorme. Et donc on en discutait avec Komak et Books encore avant-hier par Games Week et disait mais allez, il faut qu'on fasse le deuxième quoi. Et donc ça pourrait être un projet d'avenir. Et puis continuer à développer surtout la chaîne secondaire qui est là, qui mine de rien commence à trouver son public. Peut-être qu'un jour il y aura un deuxième trophée YouTube sur cette chaîne secondaire, qui sait, s'il n'y a pas 200 000. Mais et aussi la chaîne Twitch que je reprends. J'ai repris la semaine dernière, j'étais trop content de reprendre. Je pensais pas qu'autant de monde serait là et ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était extrêmement chaleureux. Est-ce que tu penses que pour exister sur internet en tant que créateur de contenu, il faut avoir l'esprit de compétition? Est-ce que c'est nécessaire de l'avoir quand tu bosses sur internet? C'est une question qui est difficile parce que je pense qu'en vrai, c'est un peu comme tout dans la vie. Tu peux te comparer. Moi, j'essaie de pas le faire parce que je me dis que c'est malsain et tout ça, mais je pense que tu peux te comparer. Après, en vrai, au fond, c'est pas le bon truc, quoi. C'est pas le bon bout. Pour moi, c'est pas le bon fil conducteur qu'il faut avoir de dire il faut que je fasse mieux que l'autre, etc. Tu peux te comparer pour dire je veux dire pourquoi sa vidéo à lui elle a marché et la mienne non, alors qu'on est un peu sur des sujets similaires. Tu peux essayer d'aller voir sa vidéo à la personne et essayer de comprendre pourquoi. Et des fois, franchement, tu
comprends pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'algo. Après, il faut pas trop être dans ce schéma-là parce que sinon, tu finiras que par être malheureux parce qu'il y aura toujours mieux que toi. Voilà. Il y aura toujours mieux que toi. Il y aura toujours des gens qui feront plus de vues que toi. Il y a des gens qui te dépasseront. Il y a des gens qui feront en 1 an ce que toi t'as pas fait en 10 ans. Et je suis pas trop fan non plus de l'esprit ultra compétition. Okay. Tu vois. Moi, c'est pas un truc qui me. Je pense qu'on fait des créations pour le plaisir avant tout et après on voit. Est-ce que ça t'arrive d'être reconnu dans la rue? Est-ce que ça t'arrive que des gens t'abordent, qui te reconnaissent? Est-ce que les gens sont sympas aussi quand ils font ça? Ouais, franchement, ça m'arrive de plus en plus. Moi, je suis en Ile-de-France, donc quand je marche des fois dans les rues de Paris et tout, c'est marrant parce que une fois, une anecdote, ça m'a fait bien rire parce que il y a un mec, il était en costard, tu vois, mais vraiment costard, en chemise et tout. Okay. Il était en train de manger son petit, tu sais, il avait son petit bol de, je sais pas, de son poké là, tu sais, de thon et tout. Genre le mec, il mangeait. Okay. Vraiment, le mec, il sait classe et tout, nickel et tout. Et tu sais, moi, je passe derrière lui et j'allais manger dans le même resto avec ma femme et tout, tu vois. Et en fait, je passe derrière lui comme ça, le gars, tu vois, t'as la chaise là. Et puis là, d'un coup, il fait comme ça, tu sais. Il fait comme ça, il se met sur la chaise, il recule la chaise comme ça et il fait j'adore ce que vous faites. Et il se remet comme ça à manger son truc, tu vois. C'est énorme. Mais tu sais, même pas bon. Tu sais, le mec, vraiment, ça m'a fait trop rire. Et par exemple, il y a un autre gars, bah, c'était vraiment à 1 semaine d'intervalle en plus à ce moment-là. Il y a un autre gars, pareil, super sympa. Tu sais, je passe comme ça, je marche, il me voit, il fait mec, continue ce que tu fais, j'adore. Mais tu sais, il s'arrête pas, tu vois, il me met la main sur les pas, il me dit mec, continue ce que tu fais. Et tu vois, c'est toujours très bienveillant en vrai, franchement. Les gens, des fois, t'en as qui veulent prendre des photos. Alors, bon, bien sûr, quand t'en as un qui veut prendre une photo, bah, tout autour, après, t'as des gens, des fois, qui connaissent un peu le jeu vidéo et qui disent ah, c'est un peu l'effet de. C'est rigolo, ils se disent mais c'est qui ce gars et tout. Ouais, c'est trop marrant, ouais, de plus en plus dans les restos, dans les. Surtout, bon, après, tu te fais surtout reconnaître, c'est dans les magasins de jeux vidéo. J'étais avec Emule et en fait, ce qui s'est passé, trop drôle, petite anecdote. Avant que je sois avec Emule, j'étais tout seul de mon côté. J'allais presque partir de la Paris Games Week. Et puis, t'as le stand Nintendo qui était à l'entrée, tu vois. Et moi, je connais un peu les animateurs Nintendo parce que des fois, je fais les sets Nintendo et tout. Et je vais voir les animateurs. Et en fait, je leur fais un coucou comme ça, tu vois, un peu caché parce que j'étais pas en animation et tout. Et là, ils font attends. Et ils me tendent le micro. Ils mettent la caméra d'un coup qui se braque sur moi, tu sais, sur le truc Nintendo France en mode Pierre Coquer, il est dans le public et tout. Oh, putain. et c'était énorme, tu vois. C'était très gentil de leur part et tout. Ça m'a fait plaisir. C'était super cool. Je pars du coup, bah forcément, je pars en fait du stand. Et puis là, bon, bah voilà, il commençait à avoir du monde. Et puis après, d'un coup, il y a Emule qui est arrivé. Et après, il y a une autre personne. Après, une autre personne. Après, une autre personne. Après. Puis au final, on a fini. On était un groupe, tu vois. C'est autour. On va maintenant passer à la deuxième partie qui est un peu. Moi, j'ai espoir que des gens qui te suivent depuis longtemps et te connaissent redécouvrent qui tu es. Donc là, maintenant, on va passer donc plus Conquer ni Conquerax, mais plutôt Axel. Et du coup, j'aime bien ouvrir un peu la fin de l'interview à qui tu es dans la vraie vie. Est-ce que tu veux tu te présenter sans parler de ta vie sur Internet? Qu'est-ce que tu dirais Bah écoute, petit garçon issu d'une famille modeste. Mon père, il a taffé pendant des années jusqu'à pas d'heure dans la cave qu'on avait pour pouvoir nous offrir une bonne vie sur Marseille. Moi, je suis Marseillais de base. Yes. Donc il a beaucoup bossé. Ma maman qui est en comptabilité, qui a dû passer même à mi-temps et tout. Donc moi, je suis vraiment issu de j'allais dire une famille qui est populaire, si je puis dire. On a toujours eu par contre tout ce qu'on avait besoin. C'est vrai que mon père, il a toujours fait attention à nous et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé en ce sens. Donc on le remerciera jamais assez. Moi après, un enfant qui a grandi à Marseille, le sud, des fois un peu l'accent qui ressort quand on s'énerve, qui était un bon élève, très bon élève en primaire, excellent élève en primaire, et dès que le collège est arrivé, qui voulait faire un peu que des siennes et qui pensait que à faire des bêtises ou à sortir avec ses amis, à rigoler un bon coup. Donc moi j'ai eu mon bac, alors j'ai eu mes brevets et tout, je les ai eu, etc. Pas de problème. Le bac, j'ai eu ric-rac, mais je l'ai eu, bac économique et social quand même. Donc ça c'est pas mal, option économie, parce que j'étais pas mauvais en économie. Voilà, et puis toujours, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très sociable dans la vie. C'est pour ça qu'aussi c'est pas difficile pour moi d'aller vers les gens, de parler avec eux depuis tout petit, tout jeune. Après j'ai toujours adoré le jeu vidéo. On était la personne chez qui les gens venaient se réunir après les cours. Moi j'habitais, par exemple au collège, j'habitais à 5 minutes de mon collège et les gens venaient après les cours le midi. On jouait à MGS3, on jouait à Halo, c'était incroyable. Enfin Halo non, c'était un peu plus tard, mais en tout cas on jouait à la PS2, on jouait au Devil May Cry, on jouait à plein de trucs. J'étais le gars chez qui on allait jouer aux jeux vidéo, tu vois. Donc même si on en revient toujours au JV, mais j'ai toujours eu cette passion, moi. C'était un truc de fou. Diddy Kong Racing avec mon voisin. Lui, il avait la grosse Xbox, on jouait à Freedom Fighter. Enfin bref, je pourrais te citer des millions d'exemples. C'était un régal. Et j'ai eu mon bac économique social. Après, je suis parti faire des études en fait. Alors, j'ai fait déjà, premièrement, une fac d'éco que j'ai foiré. Voilà, faut le souligner. J'avais 18 ans, je
savais pas trop quoi faire, j'aimais bien l'économie, on foire à la fac d'éco. Ok. Je suis parti bosser à Darty au service après-vente. J'ai bossé pendant une année quasiment au service après-vente pour me faire un peu d'argent de côté parce que voilà, moi, comme je te disais, j'avais mon père me donnait un peu d'argent, mais bon, j'avais envie aussi de pouvoir un peu les aider, de pouvoir aussi, voilà, je vivais chez eux, donc je voulais pas être, tu vois, full sous leur joue, quoi, Ouais, voilà, ok. entre guillemets. Et puis, tu vois, ça m'a donné du plomb dans la tête parce que j'ai repris mes études après le SAV parce que c'était un métier très difficile où on t'insulte ta journée parce que Bah le ouais. produit marche pas, Mhm. où on te dit ça va pas, etc. Et finalement, bah, j'ai repris mes études, j'ai fait d'abord de la compta, donc c'est là où j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai fait 2 années de DCG, c'est le diplôme de comptabilité gestion que j'ai validé. 3e année où c'était plus dur, et là j'ai commencé mes vidéos en candidat libre. Et en fait, je suis directement passé après en école de commerce. Et là, en école de commerce, en fait, j'ai eu l'occasion de partir à Toronto. C'est ce moment-là où je suis parti à Toronto, vraiment les débuts de ma chaîne. Ok. J'ai fait 6 mois à Toronto, 1 mois à Montréal. Après, je suis parti à Londres. Trop bien. Pareil 6 mois et voilà, j'ai pas mal voyagé, du coup ça m'a permis de vraiment m'ouvrir l'esprit tout en continuant mes vidéos en fait dans cette période là. Voilà, je pense qu'aujourd'hui tu vois, après je peux parler de tout ce que j'ai fait. Moi j'ai bossé chez Coca-Cola en tant que commercial terrain, ça c'était grave cool comme expérience. J'ai bossé dans plein de boîtes en fait, sympa, et puis j'ai bossé en jeux vidéo, en studio de jeux vidéo. C'était mon dernier job en fait. Ok. C'était en studio de jeux vidéo avant que ça devienne mon métier YouTube c'était un super je me suis dit maintenant je travaillerai que dans le jeu vidéo. Voilà, je veux faire quoi qu'il Tant qu'à arrive, faire. advienne, voilà, je voulais bosser dans le jeu vidéo et faire profiter un petit peu aussi, pourquoi pas, de ma chaîne et tout ça pour qu'une entreprise de jeux vidéo soit plus connue, etc. T'as dit que tu venais du sud, t'as dit que tu venais de Marseille. Est-ce que c'est enfin, je me doute de la réponse. C'est une région à laquelle t'es attaché du coup? Oui, non, mais ça me manque beaucoup des fois parce que en fait, moi j'ai déménagé, voilà, comme je t'ai dit, dans la capitale, enfin en Ile-de-France, tu vois. Et c'est vrai que en fait, pour le métier, pour plein de choses, pour les éditeurs, plein de trucs, c'est super. Et puis ma femme, elle est parisienne, donc si tu veux, c'est vrai qu'elle est très, voilà, attachée à Paris et tout. Bien que Marseille, elle apprécie quand même y aller parce qu'il y a le soleil, il y a la plage, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que moi je suis très attaché parce que quand tu nais là-bas, tu sais, c'est une autre vie. Paris et Marseille, c'est deux vies qui sont complètement opposées. Les gens sont, tu sais, genre par exemple, je sais que ma belle-mère, elle est arrivée à Marseille, elle a dit mais les gens ils marchent, et elle était choquée parce qu'à Paris ils faisaient que courir, tu vois. Les gens marchent trop vite, quoi. Et à Marseille c'est la détente, tu vois. Et bon bref, après on entend plein de trucs sur Marseille. Après tu sais, capitale du crime, machin, moi ça me, voilà. Mais bon, c'est vrai que voilà. Mais c'est, oui, bien sûr, le sud, c'est un climat, je suis très attaché à mes racines. En dehors de tout ce qu'on connaît de toi sur les réseaux, etc., est-ce que t'as des passions, est-ce que t'as des kiffs dont tu parles pas du tout? Écoute, bon, tennis, déjà, ça c'est clair que je suis un gros passionné de tennis. J'ai repris là, en plus, après une blessure, donc ça me fait du bien de pouvoir rejouer, retaper. Bon, le football, n'en parlons pas, c'est vraiment une passion débordante en tant que Marseillais. Après, franchement, un truc que j'aime bien faire, mine de rien, la cuisine, j'aime bien faire. La cuisine, ok. J'aime bien cuisiner des petits plats et tout quand je peux, quand j'ai le temps. Voyager, c'est magnifique. Voilà, essayer de pouvoir voir des cultures dans le monde différentes, de sortir un peu de son cocon, surtout que nous, en plus, on est dans des milieux, on est très sur notre bureau, très solitaire sur notre bureau, tu vois, à travailler, etc. Après, j'aime beaucoup aussi la musique, évidemment. Je suis un grand passionné de musique, notamment de rap, plein de choses. Mais effectivement, tennis, je pense que c'est un gros pan. Voilà, dont on pourrait parler en plus des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a eu des tournants, ou est-ce qu'il y a eu des moments importants dans ta vie qui du coup ne concerneraient pas Internet, mais qui ont vraiment changé soit ta vision, soit je sais pas, est-ce qu'il y a eu des moments marquants que tu as envie de partager? Je pense que déjà, un des premiers trucs, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais tu sais, le fait d'être entré dans la vie active, entre guillemets, à 19 ans, dans un job qui était compliqué et tout, ça m'a complètement changé ma vision des études que je devais reprendre derrière et de mes ambitions, tu vois. Donc je pense que ça a beaucoup contribué je me suis beaucoup développé à ce moment-là. J'ai l'impression que j'ai grandi d'un coup, parce qu'à 18 ans j'étais un peu, voilà, t'as 18 ans, t'es un gars, t'as envie de faire la fête, t'as envie de sortir, tu vois, t'as envie de t'amuser, etc. Et c'est vrai que le fait d'arriver tout de suite, d'avoir cette organisation assez drastique et de finalement toucher 3 pains cuits à la fin du mois alors que t'as fait un job qui t'a épuisé toute la journée, tu te dis, bien sûr, tu remets en question les choses. Donc ça, c'était un premier point. Après, il y a aussi bien sûr mon petit frère, parce qu'en fait j'ai un petit frère qui a 15 ans, enfin qui a 17 ans, qui a 15 ans de moins que moi, donc des mêmes parents et tout, tu vois. Mais voilà, et donc c'est vrai que
bah, le fait de l'avoir vu naître et tout ça, et de m'être beaucoup occupé de lui et tout, forcément, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, ça a beaucoup impacté ma vie parce que, ouais, mais en positif, tu vois, voilà, c'est de voir ça, quoi. Et du coup, je faisais attention à lui. Bon, aujourd'hui, c'est un énorme footeux, il est fan de l'OM, bon, tu te doutes bien, de jeux vidéo, voilà, mais non, c'est vrai que ça a beaucoup changé ma vie. Et puis, tu sais, il y a pu avoir des petites complications, des fois, des choses comme ça, et tu te dis, bah, en fait, le plus important, c'est la santé, quoi, tout simplement. Et donc, tu relativises énormément de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a t'as des personnes comme ça qui... Bah oui, bien sûr, ma femme. Non, ma petite femme, c'est mon inspiration première. Elle est incroyable parce qu'en fait, elle me soutient de fou dans mes projets. Des fois, tu sais, je lui dis putain, mais ça a pas marché ou ça a pas fait ça, tu vois. Ou dommage, il y a eu un client avec qui on était, enfin un éditeur et tout ça, puis ça s'est pas fait. Tu sais, t'as toujours le soutien de te dire depuis toujours, tu vois, elle m'a toujours soutenu. Trop cool. De suite, elle m'a dit, tu vois, t'inquiète pas, à la maison, tu peux faire ta déco, tu peux faire tout ce que tu veux, il y a aucun problème. Et puis elle est dans le jeu vidéo aussi, donc c'est une chance, quoi. Elle est twitcheuse, si je puis dire, et donc ça, elle aime beaucoup les jeux d'horreur d'ailleurs. Trop bien. Et c'est un très fort soutien parce qu'en fait, on s'enrichit mutuellement de ce soutien. Je pense que la famille, c'est primordial dans ces métiers. Si t'as pas un soutien familial important aussi, ça peut rapidement te monter à la tête. Moi, c'est bien. Mes parents sont là, ils me soutiennent, ils savent ce que je fais, ils m'ont jamais freiné dans ça. Ils ont toujours été derrière moi, et quand si je déconne, ils me le disent. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là très terre à terre. Donc voilà, moi, je pense que ma femme, c'est vraiment mon inspiration parce qu'elle a toujours de bonne humeur, elle est toujours heureuse. En tout cas, on essaie de faire au max. Après, inspiration aussi personnelle, mon père, parce que comme je te disais, il a toujours énormément bossé pour nous subvenir à nos besoins, fait très attention à nous et tout ça. Donc, grosse inspiration de travail. Et après, sinon, franchement, après, dans le milieu, il y a plein de youtubeurs qui m'inspirent au quotidien. Hein. On en reparle encore, mes Fred Desseb, moi, Benzaï, j'adore ses émissions, j'adore toujours. Edouard, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités, comme je disais tout à l'heure. Quel est ton rapport à ce téléphone qui est parfois si présent dans nos vies? Alors moi c'est très particulier parce que déjà j'ai pas un téléphone perso, un téléphone pro, ce qui est un véritable problème parce qu'il faut absolument que je fasse ça, sachant que je suis le genre de mec, et mes parents me le reprochent, qui ne répond jamais au téléphone, mais vraiment c'est genre personne peut m'appeler quasiment, et même mes parents me disent mais t'existes ou comment ça se passe en tout cas en termes de appel téléphonique. Franchement, je réponds très peu. J'écris des SMS, beaucoup d'SMS et beaucoup de mails surtout avec. Par contre, dès que je l'ai pas sur moi, effectivement, parce que on peut tweeter à tout moment, on peut truquer à tout moment, on peut checker s'il y a, je sais pas moi, une bêtise, un commentaire un peu haineux, des choses comme ça, ou même des beaux commentaires. Tout simplement, t'as envie de te poser un petit café, tu lis tes commentaires. Moi, j'adore faire ça. Je me pose, je lis mes commentaires, j'essaie d'y répondre. C'est mon petit moment, ça me fait plaisir. Non, j'ai un rapport quand même. Non, le téléphone, s'il est pas à côté de moi, je me sens pas bien. Hein. C'est quoi ton rapport à la télévision aujourd'hui? Je pense que la télévision, honnêtement, malheureusement, et je suis désolé pour mes confrères et amis de la télévision, hormis certaines émissions, hormis le football, les grands moments de sport, je crois que la télé se meurt un peu par rapport à YouTube et par rapport au stream. Je crois qu'on est la nouvelle, je vais pas dire la nouvelle télévision, mais on va faire plus d'audience certaines vidéos que des chaînes de télé. Il y a des chaînes de télé, moi quand je vois une vidéo par exemple qui fait 500 000 vues, ça fait plus d'audience qu'une chaîne de télé qui a eu, je sais pas moi, 100 000 auditeurs, 50 000 auditeurs. Après c'est pas le cas de TF1 et tout bien sûr, mais vraiment je parle des chaînes de la TNT dont certaines n'ont pas cet audimat-là. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de redites à la télévision, beaucoup de choses qui sont vues, revues, et les gens aiment bien le côté un peu moins aseptisé peut-être, un peu moins maquillage, machin, truc, plateau télé, qui peut y avoir sur YouTube avec certaines personnes. Mais attention, parce que YouTube et le stream deviennent aussi ce que la télé faisait avant. Et donc en fait c'est un peu particulier parce qu'en fait ça se pèle-mêle. Pour moi il faudra les deux, parce que par exemple là je suis en train de me mater tous les Mon Oncle Charlie, la série, j'adore, je l'ai refait et je me régale. J'ai besoin de la télévision, mais ou alors tu sais des films, ou alors parce que la télé ça peut être plein de choses quoi. Oui, c'est ça. Les diffusions sportives et tout ça. Mais je pense que ça coexistera, mais je crois que la télé quand même petit à petit, j'ai l'impression. Alors bon, maintenant avec les applications YouTube et tout sur la télé, si tu veux, nous-mêmes on se retrouve sur la télé, donc c'est très compliqué de répondre à cette question en fait.
C'est quoi ton rapport à la musique? T'en as parlé brièvement tout à l'heure, ça m'intéresse de savoir ça. J'ai besoin de la musique pour plein de choses. Si en voiture j'ai pas de la musique, je roule pas. Pendant que j'écris mes vidéos, j'ai pas de la musique, c'est compliqué. En fait, moi j'écoute des musiques des fois qui sont très relaxantes pour l'esprit, pour le truc, et tu sais, en même temps ça me permet de me concentrer. Moi je suis plutôt de la team travailler dans un café avec le bruit en fond, j'adore ça. Tu vois, tu sais, il y a cette team là, ce côté, cette ambiance un peu studieuse, un peu bibliothèque, un peu, j'aime beaucoup. Et puis j'ai un rapport bien sûr à la musique. Moi c'est depuis tout petit, mes parents m'ont un peu baigné dans tout ce qui est le funk, la soul, tous ces trucs. Et puis t'avais le côté, t'as toujours eu le côté, tu sais, il y avait une émission de télé justement le soir, n'importe laquelle, ma mère elle te mettait à fond dans toute la baraque, une émission de chant, elle te met ça à fond dans toute la baraque, et puis tu vois, t'étais baigné à tout ça. Les Michael Jackson, moi qui est mon, voilà, on peut pas passer une journée sans écouter au moins, enfin sans avoir écouté au moins une fois de la musique, c'est pas possible. C'est quoi ton rapport aux animaux? Est-ce que c'est un truc que t'aimes? Alors j'ai eu, alors en fait quand j'étais à Lyon, j'avais un chat. Figure-toi, qui était complètement dingo, mais j'avais un chat qui a pissé sur mes jeux et tout, mais bien sûr j'adore les animaux. Mais le problème c'est que aujourd'hui, bon déjà quand on est en Ile-de-France, on n'a pas la même place que quand on est dans une maison ailleurs ou quelque chose comme ça. Si j'avais une petite maison, je me serais pris certainement un petit chien, j'aurais adopté un petit chien, mais malheureusement c'est compliqué dans un appart à Paris, je suis pas fan de le laisser. Et moi tu sais, on bouge beaucoup et c'est compliqué à faire garder, etc. J'adore les animaux, j'en ai souvent eu, j'avais des tortues quand j'étais à Marseille, j'avais des lapins, j'ai un petit chat qui vient en fait, qui est devenu notre chat un peu si tu veux, parce que je l'avais nourri une fois, il était dans le mal, et puis c'est devenu un peu notre chat par truc quoi, on le voit tous les jours. Mais maintenant c'est vrai qu'à Paris c'est compliqué, ma femme est dingue des chiens notamment, elle rêve que je lui prenne un petit, ou adopter un petit Speed ou un petit truc comme ça. Mais le problème c'est que je lui dis, tu sais, on bouge beaucoup, c'est compliqué, il faut qu'il soit heureux. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler pour clôturer? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux revenir? Vraiment, c'est ton moment carte blanche. Je voulais juste te remercier de m'avoir accueilli voilà, dans cette interview, parce que moi c'est toujours un plaisir. Grand plaisir. J'ai beaucoup aimé les questions parce que ça change un peu des questions qu'on a, donc c'était hyper intéressant. Et après, de toute façon, je pense qu'après, comme tu vas sortir la vidéo sur YouTube, ça va être cool, on va pouvoir la partager et tout, donc ça va être très sympathique. C'est bien parce que ça aura une deuxième vie, et donc avec ces questions-là, donc c'est grave cool, on la partagera. Et voilà. Et comme je disais, je changerai mon métier pour rien au monde, donc c'est grâce à vous aussi ce genre de choses. Voilà. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Allez donner un max de force à Conquer sur ces différents réseaux qui sont notés, aussi, hein. qui sont notés. Merci en tout cas d'être venu, et puis je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci le chat. Merci à toi. Ciao. Écoutez, voilà, on est sur la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Merci encore une fois à Conquer qui était charmant et qui était très sympa, et c'était vraiment très cool de le recevoir dans l'émission. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt, prenez soin de vous et je vous dis ciao.